Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier webinaire du groupe RBRT avec deux de nos membres, Émilie Ergotte et Cédric Borel, qui vont nous présenter la synthèse de leurs travaux, la note de réflexion prospective intitulée « Quelle architecture dans les limites planétaires ?» que vous pourrez retrouver en intégralité sur le site du plan bâtiment durable. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Christian Clairet, qui est avec Jean-Christophe Vizier, qui sont les deux coprésidents du groupe RBRT. Christian. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Quelques mots très rapides pour vous rappeler ce qu'est le groupe RBRT, dont l'acronyme signifie Réflexion, Bâtiment Responsable et Territoire. Il s'agit d'un groupe prospectif, du groupe prospectif du plan bâtiment durable, dont la vocation est de mettre en lumière les signaux faibles, les thèmes prospectifs d'avenir au profit des collectivités publiques, de l'État, des collectivités locales et de l'ensemble de l'industrie immobilière. Notre ambition n'est pas du tout de proposer des projets de réglementation ou de législation, mais d'aider à introduire le débat, à faciliter ce débat et à l'objectiver. Nous sommes constitués de personnalités choisies pour leurs compétences et leur indépendance, et notre champ de compétences s'est progressivement élargi, comme ceux qui nous connaissent bien ont pu le constater, du bâtiment lui-même au territoire. Nous intervenons dans des champs très divers. Nous avons traité très tôt du carbone, il y a bien des années de ça, mais également de la santé, du design économique, plus récemment de la sobriété immobilière, de la maintenance, aujourd'hui de l'architecture, bientôt de la transition juste, donc des thèmes extrêmement variés, mais dont le fil conducteur est toujours le même, c'est l'immobilier, la ville, dans les limites planétaires. Et nous publions environ 2 à 3 rapports par an avec toujours la même méthode, l'audition de nombreux experts, de personnalités d'horizons divers et la publication d'un projet que nous soumettons à la contradiction au moyen des divers canaux de diffusion en vue de l'émission d'un rapport définitif et d'un certain nombre de communications. Et parmi ces communications, aujourd'hui, nous avons le plaisir de traiter du thème architecture et limites planétaires, rapport qui a été élaboré au sein du groupe par Émilie et Cédric, à qui je passe rapidement la parole. Merci. Peut-être juste avant que vous ne preniez la parole, Émilie et Cédric, déjà pour vous présenter, Émilie, tu es directrice de l'ingénierie chez AREP et Cédric, tu diriges Action for Market Transformation. On va vous laisser la main donc pour à peu près une bonne demi-heure de présentation, de synthèse de vos travaux. Pour tous les participants, vous avez en fait dans le menu de votre panneau de configuration du webinaire, vous avez un espace questions. Donc, je vous laisse au fur et à mesure des présentations la liberté de poser par écrit vos questions et je me ferai modestement votre porte-parole à l'issue de la présentation pour la seconde partie de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vous passe, Émilie et Cédric, la parole. Bonjour à tous. Bonjour Émilie. Je démarre donc pour vous présenter ce travail qui nous a absolument passionnés, qui est bien dans l'ADN qu'a rappelé Christian Clairet de RBRT. Il s'agit de lire des signaux faibles et voir comment finalement la contrainte environnementale s'applique à l'architecture. Avec la question que vous voyez en propos liminaire, les contraintes nouvelles amèneront-elles une grammaire nouvelle, avec cette véritable prise de conscience qu'effectivement l'ampleur des changements à opérer est tellement importante que ça devra laisser des traces. Et saurons-nous voir tous ensemble dans 100 ans quel a été le virage architectural qui aura sauvé nos villes? Voilà un peu la manière de redire le thème qui nous occupe aujourd'hui. En tout cas, si on arrive à avoir une trace culturelle importante, c'est qu'on aura gagné la bataille, aussi bien que quand on regarde l'haussmannien dans les années passées, hérité du siècle dernier, on aura marqué quelque chose dans la production architecturale. Mais cette question n'est pas facile, bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise la vertu d'un projet d'architecture vis-à-vis des limites planétaires?
et finalement, quelle est notre responsabilité à tous, hein, quel est le jeu d'acteurs qui fait émerger justement le programme et sa concrétisation et toutes les intentions qui sont réifiées dans un programme. Donc cette note, c'est une note un peu générale qui va donc entrer dans le sujet parce qu'il y a des propos particuliers sur chacune des limites planétaires et sur chacune de ces signaux faibles qu'on a pu détecter, qu'on souhaite partager avec vous. Alors, Émilie, je te passe la parole. Donc voilà, nous commençons par cadrer le propos en adressant donc en posant la question, passant de la question formelle à finalement la prise de conscience qu'il s'agit d'un enjeu culturel. Et Cédric, je te repasse la parole. Oui, alors, pour reprendre en compte les limites planétaires, si on rentre rapidement dans la définition de ce que ça pourrait être, c'est quelque chose qui commence à être reconnu hein, sur le carbone. Et quand on prend la stratégie nationale bas carbone et qu'on tente d'en faire la déclinaison et la transcription dans une programmation immobilière ou une programmation architecturale, on arrive sur une grammaire qui est le consommer moins et consommer mieux de l'énergie et de l'ensemble des matériaux, mais avec un préalable qui est de réussir une forte intensité de l'usage des bâtiments. Finalement, plus le bâtiment est utile, plus il va héberger d'activités humaines, plus on diminue finalement le besoin bâtimentaire net de l'humanité, c'est-à-dire le besoin qu'on a de construire beaucoup de bâtiments pour différents usages. Voilà. On concentre les usages, donc un bâtiment utile déjà est un bâtiment qui avance vers les limites planétaires et vers la neutralité carbone. Assurer la résilience du bâti, ça tout le monde en conviendra que c'est une nécessité dans une France à 4 degrés, dans un monde entier qui s'en va vers les mêmes valeurs. Et derrière ça, on a une grammaire consommer moins, consommer mieux qui est issue finalement de la dernière décennie d'avancée sur les sujets du durable en général. On va consommer moins d'énergie, on va la consommer mieux, c'est-à-dire qu'elle va être de plus en plus renouvelable. Et quand on transpose ça à l'eau et qu'on transpose ça à la matière, on a finalement une grammaire globale sur le carbone et l'économie circulaire qu'il s'agit de mettre en œuvre dans l'acte de construire. Le dernier sujet, mais non des moindres finalement, c'est de soigner le lien au vivant, comme si le processus effectivement d'artificialisation important que convoque notre métier doit maintenant de toute façon passer par un vrai soin à l'écosystème. En tout cas, c'est une envie de la profession. Les méthodes et les métiers qui embarquent cette thématique sont en train de se développer, fort heureusement. Il y a toujours une partie immergée de l'iceberg, de toute façon, si on essaie de mettre l'ensemble des limites planétaires et du durable dans un schéma, le petit schéma qu'on souhaitait partager. Donc, c'est un défi passionnant, finalement, que de rajouter au système de contraintes. Mais finalement, quand on le décortique, le geste peut être assez essentialisé quant aux intentions qui sont à la gauche de l'écran. Voilà pour le rappel des limites planétaires. Maintenant, c'est faire architecture de tout ça qui pose question. Exactement. Et donc, quelle est finalement la contribution de l'architecture et de ces professionnels face à ces enjeux? Donc, évidemment, le geste architectural en lui-même pourrait poser question. Est-ce que sobriété environnementale, sobriété d'impact rime forcément avec sobriété formelle? Évidemment, la question est loin de faire consensus dans la profession, mais néanmoins, on peut faire apparaître quelques points de repère. Donc, tout à gauche, on se doute bien que effectivement, donc vous avez reconnu tout en haut la fondation Vuitton pour l'art contemporain, voilà, qui est probablement pas un objet totalement bas carbone. Sur une autre dimension, celle de l'adaptation au changement climatique, la mission Paris à 50 degrés a fait quelques visites d'études dans Paris et puis voilà, s'est attaché en l'occurrence là au siège de Pernod Ricard à Paris en soulignant que bien vraisemblablement sa façade toute vitrée avec des brilles soleil en verre posait question vis-à-vis des canicules à venir. Voilà, donc ces deux projets pris comme illustration qui peuvent être parfaitement vertueux par d'autres aspects. Voilà, néanmoins, on commence à percevoir finalement, enfin, on perçoit assez facilement les limites sur les enjeux là, donc carbone et climat.
Et en fait, il apparaît qu'au-delà de la forme, c'est souvent la matérialité qui pose problème. Donc, on a produit des objets qui sont formellement époustouflants en ayant recours au verre, à l'acier. On peut penser aussi aux cubes des Apple Store ou autres architectures qui relèvent presque du bright and shiny object. Mais donc, en fait, ce qui est derrière ces objets, on les produit parce que évidemment, ils ont une capacité de séduction et parfois aussi, ils nourrissent un narratif d'importance de la maîtrise d'ouvrage. Donc, évidemment, ce narratif, il est construit par la maîtrise d'œuvre, mais il rencontre le système d'attente de la maîtrise d'ouvrage. On va y revenir juste après. Voilà, on peut penser aussi à l'architecture des coups de façade qu'on rencontre dans une ville du sud de la France où chaque maître d'ouvrage veut exprimer, enfin semble vouloir exprimer le sentiment d'importance et d'exceptionnalité de sa mission. Alors, on peut avoir, voilà, il y a d'autres, dans la même idée, hein, plusieurs voies peuvent émerger pour défendre qu'en effet, la sobriété formelle est quelque part une mise en cohérence du propos architectural. Donc, au centre, vous avez peut-être reconnu une prise de parole de Yann Le Gouy de Sapiens Architecte qui faisait en fait la comparaison entre l'arbre blanc d'un côté et ce qu'il a lui-même appelé l'arbre gris, qui est un bâtiment qui est tout proche et qui avait été construit bien avant l'arbre blanc de Montpellier. Et donc son propos est de dire que justement en fait la sobriété formelle qu'on voit dans ce bâti est appropriée et d'ailleurs permet de se focaliser dans la conception sur les qualités d'usage qui pourraient manquer selon lui à l'arbre blanc. Et puis tout en bas, donc on voit un bâtiment très simple, d'une géométrie très rigoureuse, donc construit en pisé. Il s'agit du centre Ricola par Herzog et de Meuron. Et donc, on retrouve effectivement une forme d'ascétisme esthétique dans ces constructions-là. Mais en fait, on peut aussi trouver quelques autres points de repère. Donc, historiquement, on peut penser aux structures légères de Fraiotto ou aux murs en briques de Félix Candela qui ont une réelle efficacité et aussi probablement dans le champ environnemental et qui pourtant finalement amènent une expressivité assez libre. Et donc là, voilà, deux autres exemples. La halle d'Ansidorno par Studio Lada, où on voit une vraie expressivité là, du matériau bois. Et puis donc les arches de Lina Gottmé pour les ateliers Hermès. Donc, et parfois même d'ailleurs, l'esthétique de la vertu environnementale est recherchée pour elle-même. Donc, ça peut être le cas pour justement des constructions en pisé ou en paille structurelle dès lors qu'elle est apparente. Donc, cette question formelle, elle pourrait être vraiment poussée jusqu'à verser dans une théorie du beau que nous avons en fait soigneusement voulu dépasser par cette note. Donc, si tu passes, Cédric. Voilà, en fait, on a voulu reposer le débat en disant que finalement, notre interrogation, elle relève d'un enjeu culturel. Donc, il ne s'agit pas que de la forme, on pourrait dire il s'agit de l'image, mais finalement, il s'agit de la culture que l'architecture sous-tend, puisque l'architecture, en fait, est symbolique. Quelque part, on peut dire qu'elle métabolise l'esprit du temps. Et donc, voilà, en fait, un changement de culture demande à ce qu'on réoriente les préférences collectives. Donc, on a parlé tout à l'heure des systèmes d'attente de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, potentiellement, la question qui est posée à la maîtrise d'œuvre peut être éloignée d'une prise en compte des limites planétaires. Ce n'est pas forcément un des moteurs évidents de la commande. Et donc pour cela, d'ailleurs, toute la réglementation dans le champ environnemental est quelque part une voiture balai assez précieuse. Et du côté de la maîtrise d'œuvre, il peut y avoir aussi, en particulier du côté de la maîtrise d'œuvre technique, une culture du dépassement. Voilà, il est valorisé traditionnellement d'aller plus haut, plus vite, plus loin. On pense à l'esthétisme ou l'héroïsme du porte-à-faux. On peut aller chercher un record à battre dans un poids carbone
le plus faible possible. Voilà, ça peut être un argument de dépassement, mais voilà, c'est potentiellement moins spectaculaire. Et en fait, il s'agit derrière de créer quelque part un nouveau désirable. C'est une question presque politique, hein, enfin d'ordre assez général. Et donc, ce que l'on souhaite, la contribution de l'architecture peut être justement d'accompagner, enfin non plus d'accompagner l'esprit du temps, mais de susciter le changement de pratique. Et un des ressorts importants qu'a l'architecture à sa main, c'est quelque part de pouvoir montrer tout ce qu'il y a en plus justement dans cet acte-là pour dépasser le seul argument écologique. Voilà, parce que comme la limite n'est probablement pas un horizon mobilisateur, on a envie de montrer tout ce qu'il y a en plus dans cette réflexion, tout ce qu'elle amène, plutôt que tout ce à quoi il s'agirait de renoncer. Et donc vous reconnaissez sur la droite donc le plaidoyer de l'ordre des architectes, Habitat Ville, Territoire, l'architecture comme solution, qui ouvre précisément cette voie. Voilà, donc ce cadre posé, nous souhaitions, Cédric, si tu continues, nous souhaitions finalement recenser les quelques exemples que nous avions trouvés, les quelques signaux faibles, les pratiques annonciatrices d'un changement à venir, qui nous semblait intéressant de mettre en avant comme finalement le début d'un changement de culture que vous trouverez d'ailleurs peut-être plus ou moins mainstream aujourd'hui. Voilà, ça dépend des lieux et peut-être des époques. Et donc, juste pour introduire les quelques signes faibles que nous avions sélectionnés, en fait, dans ce modèle des 3 horizons, on voit que il y a un changement de culture qui amène à ce que le business as usual laisse la place à un futur viable sur des déterminants assez différents. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a déjà aujourd'hui, donc qui est la partie tout à gauche du graphe, le futur est déjà présent, et donc à nous de l'identifier et de le chérir. Alors, je vais avancer par une première chose qui paraît une évidence pour ceux qui ont travaillé beaucoup sur le thème environnemental, et finalement, c'est de travailler un art de la composition et de la transformation de réalisation. 530 logements rénovés à Bordeaux, Caton-Vassal, dont on connaît la signature et les engagements, et une transformation de bureaux en logement. Et il y en a d'autres. En tout cas, je renvoie en fait à l'excellente note sobriété immobilière du groupe RBR, qui a donc fortement balisé cette culture de la composition avec l'existant, qui est le premier finalement principe conservateur en mode conservation de la matière, mais aussi conservation de la mémoire des lieux finalement. Et ce geste-là étant fortement évite fortement les impacts environnementaux. Ça, voilà, quand on manipule le calcul, c'est l'évidence. Alors, cet effet de mémoire, en fait, ça permet à l'architecte finalement de rajouter la couche d'adaptation finalement au nouveau monde du bâtiment existant. Finalement, l'intensité des lieux, c'est un témoignage de Dominique Alba dans les auditions que nous avons faites, se lire à travers les différentes strates qui ont été rajoutées sur l'existant. Et donc, on fait rentrer finalement, il y a un passage, l'acte d'architecture est un passage de l'héritage dans le monde du futur décarboné. Et cette intervention-là est d'une noblesse extrême, puisqu'elle est à la fois célébrant le passé et respectant l'avenir. La Caton-Vassal, bien sûr, ont quelques ex-libris qui sont véritablement démonstrateurs de cette posture. Tout ce qui nous entoure est patrimoine, disent-ils en tout cas. Et donc, on arrête finalement l'ère du bâtiment avec une architecture signifiante. Jusque-là, on avait des choses parfaitement identifiées, la gare, la mairie, l'usine. Et maintenant, ce qui est très sympathique, c'est de revisiter tout ça. On installe du coworking dans l'usine, on réinvestit des bâtiments historiques. En tout cas, ça ouvre un champ de toute façon de transformation qui est actuellement pratiqué et qui est tout à fait significatif et important. En tout cas, du coup, de se dire que personne ne résiste à une mémoire bien rejouée dans le futur. Et c'est une première phrase qui, de toute façon, est déjà dans la pratique
quelque chose qui laisse des témoignages et de lecture architecturale dans l'ensemble de l'Europe, je dirais, en général. Première trace, premier signe faible. Et donc effectivement, pour conserver au maximum, finalement un élément important, enfin un facteur important décisif et finalement l'attachement qu'on peut avoir au lieu. Et c'est là où on retrouve tout l'intérêt de la Vénoustas hein, dans le triangle que vous connaissez, de finalement créer cet émerveillement, créer cet attachement qui nous donnera envie demain eh bien de continuer à habiter les lieux, puisque voilà, on peut dire que le vrai durable est celui qui dure dans le temps. On peut l'objectiver comme l'IFPEB et le Hub des prescripteurs est en train de le faire sur la comparaison d'impact entre rénovation et démolition, reconstruction. Mais donc voilà, l'enjeu c'est que bien quelque part on ait envie de se projeter, d'adapter des lieux existants à de nouveaux usages. Donc voilà, évidemment, il existe de multiples exemples de cela. Nous citions voilà, celui du centre-ville de Split qui s'est construit sur un palais démesuré qui n'a pas été démoli, mais plutôt colonisé. Et il n'a pas été démoli parce qu'il avait une qualité d'usage, il a créé un attachement tout particulier. Et donc voilà, on peut dire que c'est à l'architecte de nous faire aimer l'époque. Et donc, effectivement, la production architecturale qui parvient à s'ancrer dans une histoire, dans un lieu aussi, eh bien, aura plus de chances finalement d'atteindre, si on peut le dire en termes très prosaïques, les fameux 50 ans de durée de vie que l'on considère d'emblée comme valide dès lors qu'on réalise une analyse de cycle de vie. Alors, pardon, je continue ou c'est oui, bon? tout à fait. Alors, un autre signe faible qu'on souhaitait partager avec vous, mais qui finalement parle à nos sens, finalement, c'est qu'on est en train, dans le grand public non professionnel et peut-être dans la société en général, de conjuguer mesure et intuition. Alors, personne n'a une mesure de carbone intégrée au cerveau, personne n'est capable de vérifier la performance énergétique à un seul coup d'œil si ce n'est pas un expert extrêmement expérimenté. Mais pour le coup, bonne vibration, mauvaise vibration, il y a vraiment un implicite finalement du dégât environnemental, quelque chose qui s'est un peu introduit dans la société en général. Quand on passe sous un rideau d'air chaud, c'est l'illustration gauche, c'est quand même une mauvaise nouvelle de correction d'ambiance. Les corrections d'ambiance, c'est quelque chose d'assez remarquable, de remarquer. C'est quelque chose qui est enfin, que ce soit du côté de la climatisation ou du chauffage, c'est quelque chose qu'on peut vivre comme une anomalie si c'est mal fait, mal régulé. En fait, ça va très vite nous indisposer ou tout simplement on va le remarquer. Et donc, la correction d'ambiance en général, le fait d'être sous une paroi vitrée simple et d'avoir tous les inconforts liés à la lumière directe, ça va être quelque chose qui est tout à fait remarquable. Et donc, on imagine bien, finalement, que dans notre intuition, les grandes productions de cet ordre-là ne sont pas bienvenues. Si vous prenez l'exagération de la tour à Dubaï, qui va donc conjuguer tout cet ensemble de choses en termes d'artificialisation, de correction d'ambiance et de lutte contre la lumière, on sait bien qu'on est sur quelque chose qui n'est pas soutenable. Finalement, ce savoir est quasiment un savoir intuitif. Alors, peut-être peut-on justement formuler l'hypothèse que quand on va évincer grâce à cette acte architectural, grâce à l'ARE, grâce à un certain nombre de pratiques décarbonantes, les systèmes constructifs carbonés et qui sont sur cette conjugaison d'inconfort, ces derniers deviendront en fait les stigmates du monde d'avant. Voilà. Et donc le monde d'avant, ce qui fait monde d'avant, va très vite passer à l'oubli ou va être rejeté en fait finalement par la société pour le vécu qu'on en a. Et donc, à droite, bien sûr, sur un design biophilique, sur quelque chose d'assez simple, hein, puisqu'il y a à la fois de la lumière et en atrium, et puis avec un espace plutôt sympathique. En fait, on est sur quelque chose qui est plus apaisant, et là-dessus, il y a tout un champ du design biophilique, il y a quelque chose de beaucoup plus amène, en tout cas à nos 5 sens. Donc finalement, le vrai durable, c'est ce qui va durer dans le temps. Et pour que ça dure dans le temps, il faut être capable de se projeter dedans
avec nos cinq sens. Et finalement, l'usage du monde, c'est d'avoir une pratique apaisée finalement de cette nouvelle architecture. Donc les sens sont convoqués effectivement à la sanction ou au jugement architectural. C'est ça la thèse de ce signal faible. Signal faible suivant, voilà, celui d'une forme de retour à la nature, de la simplicité technique et surtout de sa maîtrise. Parce qu'évidemment, en tant que maître d'œuvre, eh bien, nous sommes aux commandes d'une chaîne de transformation de la matière, d'extraction et puis de mise en cohérence pour produire un ouvrage. Et donc, ce signal faible-là, quelque part, fait écho à des réflexions qui datent des années 70. On peut trouver une filiation dans la pensée d'Ivan Illich et du concept de convivialité, et qui amène donc aujourd'hui à l'émergence de concepts comme, d'envie de low-tech ou juste tech, en opposition finalement au smart, qui a été qui a été abordé avec enthousiasme, mais qui peut-être n'a pas apporté finalement de réponse à la hauteur des attentes dans toutes ces dimensions. Donc, on retrouve là-dedans, par exemple, la communication qui a eu lieu qui a été faite par Groupama Immobilier sur l'immeuble le plus nul de Paris. Il y a eu des groupes de travail menés par Paris Semco sur le low-tech et sa déclinaison à une échelle bâtimentaire ou urbaine. Et donc, en fait, il y a deux dimensions qu'on peut tirer derrière. Il y a d'abord une dimension, évidemment, pour les occupants, de reprendre la maîtrise des espaces qui leur sont mis à disposition. Et donc de ne pas être infantilisé par une technologie optimisée, mais qui au contraire, des occupants qui redeviennent acteurs de leurs espaces. Mais cette réflexion, elle vaut aussi, on la retrouve dans la pratique des architectes eux-mêmes, donc de ceux qui produisent ces lieux. On peut appeler une autre filiation celle de Jean Prouvé, hein, qui concevait et réalisait beaucoup des éléments qui sont mis en œuvre dans ces projets. Et donc, voilà, dans une façon plus contemporaine, on peut citer, il y en aurait beaucoup d'autres, le travail de Wagon Landscaping, qui conçoit et réalise régulièrement leurs chantiers. Et donc, pour les citer, ils estiment que notre participation active dans la réalisation de nos aménagements est pour nous la clé d'une réponse juste et adaptée aux commandes des maîtrises d'ouvrage. Voilà, donc c'est la maîtrise du geste et la compréhension fine, finalement, des mécanismes peut-être pas si évidents du vivant qu'il convoque. Et puis donc sur la droite, on voit un chantier école de BFV Architecte pour l'ESA, donc chantier à la mano, où finalement, eh bien la réappropriation des savoir-faire par le chantier permet finalement, c'est la meilleure des formations et c'est aussi finalement un processus, ça permettra un processus d'élaboration du projet plus pertinent demain. Voilà, et puis on peut aussi citer que sur un plan purement esthétique, dans ce retour à la nature, on peut trouver la recherche d'une complexité relaxante qui permet de changer du catalogue industriel, et on reviendra dessus. Et donc voilà, on peut trouver quelques pastiches comme par exemple le travail de Rudy Ricciotti pour la gare de Nantes avec l'émergence d'arbres qui reprennent la partie esthétique du propos. Et donc, je continue. C'est toi. Pardon. Alors voilà, effectivement, donc un autre signal faible, on en a bientôt terminé sur cette partie, c'est le développement en fait d'une ville qui est riche des relations qu'elle héberge. En fait, un projet, évidemment, c'est un projet construit, mais c'est un projet qui s'élabore dans un lieu qui est habité par une communauté et quelque part les liens qui peuvent se construire lors de l'élaboration, se créer lors de l'élaboration du projet sont finalement peut-être un élément aussi tangible et intéressant, et en tout cas qui a autant d'impact que le projet construit lui-même. Donc c'est toute la démarche qui a été mise en œuvre, alors historiquement par l'agence Construire, et donc à droite on voit un projet qui avait été porté par Sophie Ricard pour de logement à Boulogne. On voit que effectivement cette démarche participative avec des enfants, Sophie Ricard donc qui l'a ensuite théorisé et enrichi
avec donc en l'appelant la nommant permanence architecturale et qui est portée aujourd'hui par la preuve par 7. Et donc voilà, à droite, on voit l'hôtel Pasteur à Rennes, qui a été conçu par l'agence Encore Heureux, mais qui a fait justement l'objet d'une démarche de permanence architecturale par Sophie Ricard en émergence du projet. On retrouve là en fait quelques accroches à d'autres penseurs, penseuses en l'occurrence de la ville, comme Sonia Lavadino, qui parle du développement d'une ville relationnelle par tout ce qu'elle amène, tout ce qu'elle permet comme lien, donc pas seulement dans son élaboration, mais aussi dans sa vie en œuvre. Et donc voilà, on retrouve en fait ce thème de la ville durable qui donne envie, non pas par vertu intrinsèque, mais parce qu'elle apporte en plus finalement aux communautés dans lesquelles elle se développe. Et donc, pour faire le lien avec ton propos tout à l'heure, excuse-moi, je pensais que les slides étaient inversés. Donc, c'était finalement l'industrialisation, l'industrie nouvelle, finalement les matériaux de dire simplement qui sont au cœur de cette transition vers le bas carbone. D'ailleurs, on peut reparler des frontières, des limites planétaires en disant que ce sont des frontières, pas des limites. Ce sont des choses qu'on peut franchir allègrement, avec joie. On peut dépasser les frontières planétaires, alors qu'une limite, ce serait normalement impossible. Donc, on les franchit presque partout hein, quand on regarde finalement ce que nous remontrent les calculs ensemble. Là, pour le coup, il y a un mouvement d'apaisement à retrouver et de rentrer dans des frontières de la viabilité qui demande de maîtriser la ressource et la ressource à faible impact. Donc, ce n'est pas qu'on sort du tout industriel peut-être qu'on a vécu, non pas que ces nouveaux matériaux ne soient pas n'aient pas un effet d'industrialisation, c'est au contraire important de fait d'imaginer qu'ils soient portés à un niveau de volume industriel. Je pense au système Terrien de Saint-Gobain ou à l'artisanat de l'autre côté. Vous avez deux exemples ici dans lesquels on est dans un artisanat important, mais finalement, l'appel à des matériaux traditionnels provoque également en fait quelques difficultés de décision. En fait, il faut qu'ils soient acceptés ou réacceptés. En fait, tout le monde ne goûte pas le charme en fait de cette qualité esthétique ou d'un mur en terre. On se renvoie du coup à la question de la préférence collective. Ça doit faire partie du système de demande ou d'attente de la maîtrise d'ouvrage. Et en tout cas, il y a bien des exigences de résultats, quel que soit le système mis en place. On est dans une ère de la mesure, finalement. Ces limites planétaires se mesurent assez bien. Donc, de toute façon, c'est bien le résultat qui compte, en fait. Donc, le décarboné, en général, avance via l'industrialisation, via toutes ces nouvelles pratiques, via le réemploi également. Finalement, le matériau est au cœur de cette transition et c'est quelque chose d'assez heureux. Donc, voilà pour ce propos-là. C'est quelque chose que vous aurez vu dans pas mal d'ouvrages, dans pas mal de créations et qui continue à avancer, mais encore trop peu. Le signal est faible, alors qu'en 2024, il devrait être extrêmement fort. Voilà, donc ces signes faibles passés en revue, alors il y en aurait bien d'autres, hein, mais voilà, on en a sélectionné quelques-uns. Eh bien, nous sommes posé la question de finalement, voilà, quelle piste avons-nous devant nous, quel levier pour que ces signes faibles deviennent en fait mainstream, deviennent la nouvelle culture dominante et créer enfin ce point de bascule. Donc, on a pris le parti, en fait, dans cette réflexion, de chercher hors du champ réglementaire. Alors, pour être très clair, on considère que nos propositions viennent en complément des avancées réglementaires qui sont nécessaires, souhaitables, et sur lesquelles le groupe RBRT, d'ailleurs, a déjà travaillé, en particulier par sa note « Un label pour éclairer au-delà de la RE 2020 ». Et on peut citer aussi les groupes de travail CAP 2030 du CSTB. Mais disons que la culture crée un socle pour la réglementation, l'inverse étant probablement un peu plus délicat. Et puis, on citait aussi Patrick Bouchain, à nouveau, qui avait ces termes intéressants, voilà, reportés dans le livre, dont le titre est piquant, La ville patiente. Arrêtons de faire croire que la création d'une nouvelle loi entraînant des procédures rendant encore plus difficile toute action est la solution à tous les problèmes. Voilà, donc avec une verve peut-être une pointe de provocation. En tout cas, on veut préciser qu'elle n'est probablement pas la situation à tout nécessaire et suffisante, mais disons que voilà, on a eu envie d'explorer justement des champs autres.
Le premier d'entre eux est certainement la formation et l'information, enfin, du trio maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et la collectivité publique quand elle est le maître d'ouvrage en général et la collectivité publique en particulier. Donc en fait, si tout le monde souhaite former leurs étudiants aux outils et à des méthodes vertueuses, l'appropriation par les générations en place, du trio dont je parle, n'est pas encore tout à fait, enfin, est encore un champ de progrès, quoi, pour faire simple. Et donc, l'architecte de son côté maîtrise le processus de transformation de la matière, depuis l'extraction jusqu'à sa mise en œuvre. Et tout cela n'est pas toujours convoqué dans les demandes de la maîtrise d'ouvrage, dans tout ce qui peut justement exprimer la demande, tous les professionnels, et ça démarre à l'urbanisme et la construction. Et tous ces gens-là, on pense, sont à former peut-être ou à reformer sur les limites planétaires et ce qu'elles veulent dire et leur traduction opérationnelle. Finalement, c'est une connaissance dont on a besoin avant de poser la bonne question et finalement pour orienter le geste. Donc on met ça directement dans la maîtrise d'ouvrage. Et il y a un sujet quand même autour du processus de projet en général. C'est pour ça qu'on a un joli document de la mission interministérielle sur la qualité de la construction publique. En fait, le programme, enfin la demande d'architecte et le concours de maîtrise d'œuvre est quand même organisé autour d'un mythe central qui est celui de l'illumination créatrice. On va faire un processus concours tout à fait court, duquel sortira l'idée géniale qui va être couronnée par un jury. Et dans cette période de concours, on a déjà plusieurs étanchéités. On a une étanchéité entre les équipes répondantes et l'ensemble et le terrain finalement. Il y a eu une programmation qui a été faite avec les futurs utilisateurs, notamment on va dire l'écosystème qui a généré la demande. En fait, il y a déjà une mise en îlot de la maîtrise d'œuvre. Et donc, c'est partiellement à l'œuvre quand il y a un dialogue compétitif, mais ce n'est pas le cas général des consultations. Donc, en fait, il va se passer quelque chose qui va figer l'ouvrage et qui est un peu dommage, notamment si ensuite, dans le processus projet, on peut creuser et trouver éventuellement un matériau vernaculaire qui remplacerait la proposition initiale ou qui enrichirait la proposition initiale. Tout ce qui pourrait se passer suite à cette photographie qui finalement va sceller le futur de l'ouvrage ne peut pas être pris en compte pour un certain nombre de raisons, de règles, justement, qu'on a données à la maîtrise d'ouvrage publique. Donc, tout ça pose question, puisque finalement, le bénéfice futur apporté par le maître d'œuvre qui étudierait le berceau, la zone d'emploi ou les ressources, plus avant dans sa maîtrise d'œuvre, ne pourrait pas la réintégrer au projet puisque la photo en a été figée. Et finalement, on est sur un cliché. On a une administration prudente qui suggère, on a un politique qui vote pour un autre qui gagne parfois inéluctablement. Donc, il y a parfois un jeu élu contre expert. Et les experts perdent très souvent, voilà, pour en témoigner, sur le sujet, en tout cas, de l'exemplarité environnementale. Donc, tout ce trio est à reformer et les enjeux doivent être distribués pour devenir principaux ou principiels dans la décision et non pas accessoires comme c'est le cas. Autre levier que nous identifions, c'est l'inspiration de nouveaux courages. Alors, pour expliciter, en fait, le processus de conception de la maîtrise d'œuvre et architecturale en particulier s'appuie en général sur des images de référence voilà, qui permettent de faire réagir, de contextualiser et d'inspirer. C'est en dessinant et en comparant à des images de référence que graduellement la conception de génération en génération peut s'affiner. Mais donc, le hic, c'est que en fait, la production architecturale de ces 100 dernières années, qui constitue quand même une part importante de ce corpus, correspond peu ou prou à l'ère de la sortie justement des frontières planétaires. Les modernes en particulier ont joui de ce pouvoir de s'abstraire des contingences de confort climatique et de la contrainte des ressources qui semblait infinie. Et donc, il semble
plus nécessaire que jamais de mettre en avant toutes les inspirations qui apportent un contrepoint ou du moins un complément, comme autant d'exemples à suivre, mais c'est pas seulement la dimension d'exemplarité, c'est aussi tout simplement l'imaginaire associé. Donc voilà, c'est ce à quoi œuvre le mouvement Unisson pour aller chercher finalement une nouvelle élégance. Alors, Dominique Gauzin-Muller, donc, qui est cofondatrice du manifeste pour une frugalité heureuse et créative, elle explique que finalement, elle n'a jamais rien trouvé de plus efficace dans la diffusion d'une culture, et elle en sait quelque chose parce que c'est par exemple elle qui a amené la connaissance de ce qui est fait dans le Vorarlberg dans les années 2000. Et donc Dominique Gauzin-Muller considère qu'il n'y a rien de plus efficace que le triptyque palmarès, exposition et livre. Et donc, on voit ici à l'écran quelques exemples de palmarès qui existent et qui sont en effet particulièrement intéressants à ce titre. Donc, Réhab 20e, porté par le ministère de la Culture, qui vise à mettre en avant des réhabilitations du patrimoine du XXe siècle, un patrimoine qui est inégalement apprécié. Le Award, qui a été d'abord connu comme Terra, puis Terra Fibra Award, qui est porté par plusieurs entités, plusieurs structures, dont les grands ateliers, Amaco, Crater, etc. Ou encore le Off du développement durable, qui est porté par diverses associations telles que l'ICEB, Envirobat ou Ecopolis. Donc voilà, tous ces palmarès, en fait, ce sont bien des outils précieux pour tout simplement développer les imaginaires. Et donc, on peut en imaginer encore bien d'autres, et ça semble être un outil vraiment pertinent à déployer, à multiplier. Et puis finalement, on peut imaginer que l'ensemble des palmarès qu'on connaît, dont ceux qui ont le plus pignon sur rue dans la profession, tels que la JAP, l'équerre d'argent, les pyramides, etc., et bien finalement mettre un certain nombre de critères et en face peut-être du respect des limites planétaires, un des critères de sélection principaux. On pourrait aussi imaginer que dans ces palmarès, finalement, on publie, et d'ailleurs dans toute publication architecturale, rêvons un peu, on publie les performances réelles des ouvrages par une pesée qui peut être à définir, mais pour voilà, d'une part, consolider la culture générale, comme le rappelait Cédric, mais aussi tout simplement expliciter le degré de compatibilité. Les palmarès, ça, on aime ça. Tout le monde aime ça. Voilà. Et alors, c'est presque pléonastique par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, on propose vraiment de réinvestir très lourdement l'ensemble des filières vertueuses que vous voyez là, dans des pratiques réelles, que ce soit le géosourcé, le biosourcé et ou le réemploi. Alors, on fait les trophées du réemploi avec le booster de réemploi, par exemple, qui permet de mettre en valeur des endroits où certains ont poussé le luxe jusqu'à s'offrir une rénovation de 3 appartements, par exemple, avec 100% de réemploi. Et c'est des choses tout à fait heureuses et qui ont fonctionné. En tout cas, on salue en fait, par exemple, l'approche de la métropole du Grand Paris sur la Grand Paris Aménagement, pardon, sur la stimulation de la commande sur les biosourcés de réemploi et donner de la visibilité sur l'ensemble des opérations qui sont mises en œuvre pour justement réindustrialiser et créer un muscle fort. Et on voit bien que l'ensemble de ces dispositions, si on prend par exemple le réemploi, il est maintenant une disposition de politique publique puisque la filière existait en France et depuis 2015, un certain nombre d'entreprises se mettent sur le créneau et réussissent maintenant véritablement à capter du flux et à le porter dans les ouvrages neufs ou dans les ouvrages rénovés. C'est devenu une réalité de la politique publique et un exercice de style obligatoire de l'ensemble des éco-organismes du bâtiment. Donc on est sur une filière tout à fait vertueuse pour ce qui est du géosourcé et du biosourcé. On est sur d'autres paradigmes, de la visibilité pour le géosourcé, qui pourrait créer le flux industriel qu'on souhaite. Les carrières sont toujours là, en tout cas, et le biosourcé, on en a parlé, on l'a évoqué auparavant. Donc tout ça, on l'appelle effectivement de nos voeux, c'est l'architecture se crée à partir des composantes et les briques de base doivent se décarboner.
En tout cas, voilà, ces filières-là qui doivent maintenant passer à la lumière. Et un deuxième duo, c'est finalement de faire de la rénovation énergétique, architecture-rénovation énergétique, puisque le monde qui nous attend devant est un monde de rénovation, dans cette urgence de décarbonation finalement. L'architecte peut redonner un sens, peut donner une vie à l'ensemble des bâtiments existants, et peut-être avec dépasser simplement le saut d'une lettre DPE, etc. Là, on est dans une rénovation-extension. Alors, je suis aussi président de Construction 21. Vous avez des études de cas de rénovation, de rénovation-extension absolument exemplaires dans toute l'Europe, sont sur la base de données en ligne avec les performances décrites sur Construction 21. J'aime beaucoup celle-là, par François Pellegrin, du EXO à Paris, et dans lequel il y a à la fois une intelligence à la fois sur le bilan immobilier, sur la forme, et sur finalement la vie et le programme fonctionnel qui est remis derrière. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, et donc je propose d'aller en voir plein en ligne. En tout cas, c'est extrêmement inspirant. D'ailleurs, avec une petite proposition, c'est que finalement, un logement ou un bâtiment rénové en usage est très bas carbone. On ne soit pas dans des dégradés de plomb sur les DPE dans lequel finalement on ne sait pas trop finalement où est-ce qu'en est ton usage, ta production de carbone, ou avec des lettres. Finalement, est-ce qu'on s'est donné sur une rénovation suffisamment ambitieuse pour passer dans les fourches collines de la stratégie nationale bas carbone et éventuellement d'autres limites planétaires? Est-ce qu'on sait dire que le bâtiment est bon pour la planète ou pacifié? Voilà. Il y a des bâtiments avec de l'amiante, il y a des bâtiments qui n'en ont pas. Il y a des bâtiments qui brûlent une énergie fossile in situ et d'autres qui n'en brûlent pas. Finalement, est-ce qu'on s'est passé à cette marge de pacification pour dire que voilà, ce bâtiment est bon pour notre avenir à tous et peut-être, je dirais, pour toujours, puisqu'on l'a suffisamment travaillé dans cet acte de rénovation, donc appel aux architectes dans cet acte-là. Je passe sur un sujet qui tient à cœur. Voilà, donc on ne pouvait pas parler de levier sans parler évidemment euro. Voilà, on ne va pas proposer une nouvelle taxe, mais en revanche, donc une réflexion sur la rémunération des maîtres d'œuvre. Voilà, vous reconnaissez au centre Mies van der Rohe, certainement grand businessman, et il en a en tout cas le cigare. En fait, alors autant que le montant de la rémunération, qui est un débat en soi et dans lequel on voulait pas forcément entrer, nous voulions souligner une question à se poser sur le mode de rémunération de la maîtrise d'œuvre, qui devrait, selon nous, valoriser le temps qui est nécessaire à la recherche de l'alternative écologique justement, plutôt qu'économique. En fait, aujourd'hui, le mode de calcul de la rémunération qui se fait en gros à l'assiette, un pourcentage du montant de travaux, ne favorise pas, ne crée pas d'incitation financière pour les maîtres d'œuvre à la proposition d'alternatives qui supposerait que on prenne un petit peu plus de temps pour mieux les développer. On pense par exemple au réemploi dès lors qu'il s'agit d'identifier un gisement et de comprendre finalement quelles sont les applications pertinentes. Il y a un temps qui est fatalement plus long que celui de la mobilisation du catalogue industriel. Alors, on peut imaginer plusieurs choses. Donc, déjà, les facteurs de complexité sont des outils qui sont déjà bien maîtrisés par les maîtrises d'œuvre pour valoriser finalement le travail associé. On peut imaginer, pour aller plus loin, néanmoins, des bonus-malus carbone qui quelque part pourraient permettre justement de se donner l'ampleur de ces réflexions. Et puis une proposition qui peut être un peu plus radicale, mais néanmoins, voilà, pourquoi pas la creuser, qui est celle de relier finalement cette rémunération non plus au montant de travaux, mais à la valeur d'usage. À combien de gens sommes-nous en train de rendre service par ce projet? Finalement, quelle est l'ampleur d'usage du projet qui est en cours de réflexion? Et puis donc, pour conclure sur ces différentes propositions, ces différents leviers, le dernier, c'est celui de faire entrer la critique architecturale dans le débat public. Si tu passes, Cédric. Voilà, qui est en fait comment est-ce que
on s'adresse dans ce milieu de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre par extension, comment est-ce qu'on arrive à toucher l'ensemble des concitoyens, puisque finalement, si on parle en effet d'un enjeu culturel, la culture, elle ne se construira pas qu'entre architectes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, peut-être que la culture architecturale est celle où il y a le plus grand fossé entre les sachants et le grand public. Typiquement, on le retrouve dans le patrimoine du XXe siècle qui peut être mal aimé. Donc voilà, plusieurs exemples intéressants. Hein. C'est celui de toutes les, on pourrait dire les conventions locales, tout ce qui fait parler, tout ce qui rassemble en fait une communauté plus ou moins large, qui peut être celle d'une métropole comme Bordeaux, qui est donc voilà, lorsque la charte du bâtiment frugal bordelais est parue, et bien tout l'exercice de concertation amont est l'occasion de faire réagir et d'impliquer finalement les citoyens dans cette réflexion. Toutes les biennales qui visent à partager avec un public large ce travail sur la ville. Donc voilà, par exemple, la Biennale d'architecture et paysage à Versailles, portée par François de Mazières, que nous avions eu aussi l'occasion d'auditionner. Et puis plus généralement, voilà, on voulait saluer le travail de tous les pionniers qui justement souhaitent s'adresser à un public large et qui considèrent que eh bien c'est aussi de notre responsabilité que d'exercer l'œil des concitoyens. Donc voilà, Yann Le Gouy, donc que nous avions également auditionné, a fait récemment une petite communication sur LinkedIn pour dire que voilà le sachant du rugby perçoit avec d'autant plus de délectation l'exploit qui est en train de se produire lors de cet essai qui va être marqué. Eh bien de la même manière, on peut, en parlant d'architecture et en voyant et en la partageant de plus en plus, faire comprendre et simplement diffuser la passion subtile de l'architecture qui permettra demain peut-être de dépasser l'envie du coup de façade. Voilà, nous en avons terminé pour la présentation avec un tout petit poil de retard. Et juste avant de passer aux questions, voilà, on voulait remercier toutes les personnes que nous avons eu le plaisir d'auditionner. Donc Dominique Alba, des ateliers Jean Nouvel, François de Mazières, maire de Versailles, Guillaume Meunier, architecte et ingénieur au sein de la 4MT, Christophe Leray, directeur et fondateur de Chronique d'architecture, qui parle d'architecture à un public large, mais aussi des sachants bien sûr, et enfin Yann Le Gouy. Et donc, merci beaucoup, Émilie. Merci, Cédric, pour cette explication. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, première nature de question, en fait, sur l'implication des citoyens et des usagers finaux dans toutes ces réflexions. Donc, il y a deux questions qui reviennent là-dessus en disant finalement comment on arrive à impliquer le plus possible les riverains, les parties prenantes en tant qu'individus et citoyens dans ces projets. Et est-ce qu'il y a des initiatives que vous auriez pu repérer de cette implication citoyenne et usagers finaux dans ces projets? Peut-être que je commence à répondre, puis complète. Je crois qu'on en a mentionné quelques-unes. Hein, voilà, donc typiquement toutes les chartes locales à différentes échelles, dès lors qu'elles sont mises en concertation, hein, dès lors qu'effectivement les donneurs d'ordre jouent le jeu de la concertation, peuvent être un moyen assez puissant. Alors à une échelle beaucoup plus macro. Évidemment, toutes les conventions citoyennes qui se sont déclinées sur différents territoires, l'espace bâti, c'est quand même un élément très concret et très visible au quotidien pour les citoyens. Et donc, toute action sur cet espace leur parle et ils ont souvent des choses à dire. Et puis, donc voilà, on mentionnait plutôt dans la présentation tout le cadre méthodologique passionnant qui est apporté par la preuve par 7, portée par Sophie Ricard, autour de cet outil de la permanence architecturale. Donc pour en dire deux mots, en fait, la permanence architecturale, c'est un outil pour finalement
challenger et puis construire au fil de l'eau, solidifier en fait, on peut dire sédimenter le programme d'un projet par la présence dans les lieux du concepteur qui va avoir l'occasion de se lier à toutes les communautés qui demain auront à rencontrer, à interagir, à être les usagers des lieux qu'on conçoit. Donc voilà, différentes échelles, quelques outils. Pour compléter, je pense quand même que c'est un signal extrêmement faible, on ne l'a pas relevé, il y a trop peu de conception avec les utilisateurs en assistance à maîtrise d'usage à l'origine. Certains promoteurs privés y ont recours, actuellement c'est plus du tout le cas, c'était des velléités ou des volontés réelles en fait d'arriver à des formes un peu plus modernes, un peu plus sortir de la production du promoteur, production basique en fait de promotion de logement notamment. Parfois des bailleurs sociaux qui ont recours aussi à l'assistance à maîtrise d'usage en amont, mais ça reste une exception qui confirme la règle de je sais ce qui est bon pour vous, qu'on peut constater quand même dans beaucoup d'endroits. Je pense que c'est un levier très insuffisamment utilisé et dont pas grand monde a conscience finalement des effets. Il n'y a que ceux qui l'ont utilisé qui ont vraiment un amour de la méthode, puisque ça a souvent, très souvent transformé. Enfin, ce qu'on a pu constater, c'est vraiment très souvent transformer la construction finale. Une autre question sur justement la facilité à faire basculer vers ce changement, en disant que la réhabilitation, faire avec l'existant, plutôt que de bâtir ex nihilo, ça a aussi un effet sur l'imaginaire collectif de pouvoir rassurer sur le fait que le changement est à portée de main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout raser pour pouvoir faire quelque chose de nouveau là-dessus. Est-ce que cette dimension, finalement, quelque part presque de psychologie sociale, a été mesurée selon vous? Le changement est à portée de main dans le sens où finalement c'est plus facile de faire sur l'existant ou c'est sur le… Oui. En se disant finalement, bah, comme la transformation n'est pas si inatteignable que cela, et on peut le faire par des petits bougers, et donc ça reste quelque chose de plus facile. Et donc quelque part, la réhabilitation aurait un effet plus bénéfique là-dessus. Alors, je vais commencer par une réponse complètement à côté de la question, mais je fais exprès. C'est quand on voit le virage justement à prendre pour l'avènement bas carbone, on vend actuellement ce virage par le négatif. On souhaite moins de carbone, moins d'énergie, moins d'etc. Moins. Enfin, il y a du moins partout dans le discours environnemental qui le dessert en fait, qui crée l'échec éternel de l'écologie politique en fait. Et donc, si on savait souligner ce que le nouveau monde apportera en plus, ce serait quand même assez extraordinaire de penser du plus, de la santé en plus. Voilà. De même manière que le vélo est bon pour la santé, tout ce dont on vient de parler est bon pour notre futur et bon pour nous-mêmes. Donc déjà de positiver les choses. Après, sur la facilité, je ne sais pas si, Émilie, tu souhaites répondre. Alors, je trouve ça très intéressant. Donc, merci pour cette remarque. En effet, il y a une dimension psychologique et donc de dynamique de groupe potentiellement derrière, donc positive. Donc, à ce que je sache, ça n'a pas été étudié, mais voilà, je n'ai peut-être pas une vue exhaustive sur des travaux académiques, ou disons sur la littérature. C'est vrai qu'on pense typiquement, il y a pour le coup des travaux qui existent sur les bienfaits psychiques, enfin en santé environnementale de la présence de végétation, voilà, par exemple, c'est clairement établi. Et effectivement, là, c'est plus indirect, mais néanmoins, voilà, certainement intéressant. Donc, merci pour ce partage. Là, il y a une question peut-être un petit peu plus technique. Lorsque les volumes à chauffer ou à climatiser des espaces existants ne sont pas optimisés, est-ce préférable de reconstruire pour faire le pari du long terme et donc limiter le carbone opérationnel? Bref, à quel moment on décide qu'il vaut mieux démolir plutôt qu'adapter? Alors, vas-y. Effectivement, donc ça, Cédric connaît bien le sujet également. Donc, comme je le mentionnais, là, c'est rigolo. En ce moment même, donc il y a un cycle du Hub des prescripteurs bas carbone. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une association initiée. Enfin, c'est une association initiée par
Carbone 4 et l'IFPEB. Et donc, en ce moment, le cycle s'intéresse justement à cet arbitrage rénovation plutôt que démolition, reconstruction. Et donc, alors, les critères pour l'établir, alors, on peut regarder, hein, tout bêtement, entre guillemets, mais ça demande néanmoins, enfin, il y a mille et une complexités que les sachants connaissent, de comparer voilà, un projet démolition-reconstruction et un projet rénovation du point de vue carbone, voilà, émissions carbone associées, carbone qu'on peut regarder sur l'ensemble du cycle de vie, justement, pas que le carbone finalement qui est mobilisé pour la phase travaux, mais aussi le carbone émis pendant la vie en œuvre. Et donc, alors, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, en fait, en effet, les consommations pendant la vie en œuvre sont suffisamment faibles. Il y a un certain nombre de vecteurs assez décarbonés qui sont accessibles. Et donc, finalement, dans les projets qu'on conçoit, il y a une part prépondérante du carbone qui est plutôt liée à la construction. Et donc, finalement, la question, c'est à quel moment les deux courbes se croisent entre voilà, une dotation initiale plus modeste en carbone qui correspond à la rénovation, puis une pente peut-être dans le temps plus forte, mais est-ce que ça va, quand est-ce que ça va croiser? Est-ce que ça croise dans les 50 ans de la vie de l'ouvrage ou d'ailleurs la durée de vie estimée? Est-ce que ça croise finalement une dotation initiale plus forte, mais avec une pente plus faible? Voilà. Donc voilà, il y a la question du carbone, mais on peut, enfin justement le 30 mai dernier, la semaine dernière, il y avait une présentation donc à laquelle AREP contribuait pour la dimension matière. On peut regarder aussi la question de la matière parce que ce sont des problématiques en fait, la crise climatique ou la catastrophe climatique, elle se développe en parallèle d'autres enjeux, de d'autres catastrophes qui sont eh bien la consommation des ressources finies, fossiles, d'une part, et puis la question de l'impact sur le vivant, d'autre part. Donc voilà, sur la question de la matière, on peut l'objectiver aussi assez simplement par la comparaison. Alors, quand on s'intéresse à un bâtiment donné en rénovation, il y a un outil qui est proposé par le Hub qui est très intéressant, qui est le temps de retour carbone. En gros, quand on investit du carbone par la rénovation, au bout de combien de temps est-ce que eh bien, on va être remboursé finalement pendant la vie en œuvre. Donc ça peut être aussi évidemment un autre outil pour interroger finalement l'ampleur d'une rénovation. Voilà. Merci. Cédric, tu veux ajouter quelque chose? Oui, simplement qu'il y avait une question sur les volumes. Finalement, est-ce que les volumes sont condamnés une fois qu'on n'y arrive pas à établir véritablement de confort? On voit beaucoup en fait, effectivement, il y a certains bâtiments qui sont condamnés parce que les volumes ne sont pas retravaillables dans le nouveau programme. Après, on voit beaucoup de gens souhaiter sortir finalement des niveaux de confort nécessaires, des atriums, un certain nombre d'endroits où le maintien du confort des 19 degrés, s'il n'y a pas de poste de travail, on peut imaginer sortir ces zones-là de la zone chauffée éclairée, et donc, ou dans la logistique dans laquelle finalement on va faire du chauffage par infrarouge, d'appoint pour éviter de chauffer l'ensemble du volume. Et donc, en fait, il y a à la fois des réponses techniques au fait d'essayer de répondre à des volumes intransformables, ou bien de déclarer finalement que le volume est échoué, en tout cas pour l'usage qu'on souhaite y installer. Et à ce moment-là, il faut absolument se séparer de ces bâtiments-là. Donc, on ne fera jamais jamais quelque chose de bien. Voilà. Mais il me semble qu'il y avait un sous-jacent sur la faisabilité technique en fait dans la question posée. Tu as bien fait de le relever. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Cédric. Merci, Christian, Jean-Christophe. Très heureux d'avoir pu accompagner et animer ce premier webinaire du groupe RBRT qui sera en replay dans quelques heures maintenant. Merci à vous de votre participation et restez informés puisque nous aurons le plaisir de sortir de nouveaux webinaires dans les semaines à venir. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Julien. Merci. Merci.